Bonjour. Bonjour, c'est une nouvelle tribune aujourd'hui d'Opal Synergie et nous recevons aujourd'hui un spécialiste d'aquaculture, Monsieur Olivier Pauline. Donc, bonjour Bonjour, merci de m'avoir invité. et merci de nous accompagner. La côte d'Opale est entourée d'une mer, la mer du Nord et la Manche, et sans doute y a-t-il des réserves en termes d'aquaculture, on va en parler tout à l'heure. Mais avant d'embrayer tout de suite sur ce sujet, qui êtes-vous, Monsieur Pauline, et qu'est-ce qui fait que allez nous parler d'aquaculture? Alors, je suis un homme vraiment d'aquaculture, parce que moi, je baigne dans l'aquaculture depuis plus de 40 ans. J'ai fait des études agricoles à Lyon, complétées par un master en ichtyologie. Donc, l'ichtyologie, c'est la science. Et j'ai découvert au cours de mes études la Dombes, qui est une région dans le département de l'Ain, où on élève des poissons dans des étangs. Donc, les agriculteurs font des assolements, c'est-à-dire qu'une année, ils vont faire du blé, une année, ils vont faire du maïs. Et l'année d'après, ils remplissent la parcelle d'eau et ils vont faire l'élevage de poissons. Et je me suis dit que c'était très, très intéressant. Et j'ai découvert à cette époque-là, j'avais 20 et quelques années, l'aquaculture. Et je me suis dit, c'est ça qu'il faut que je fasse. Et je me suis dit, ça, c'est une solution très, très intéressante pour nourrir la planète à terme. Parce qu'en fait, j'ai découvert que l'avantage de l'aquaculture par rapport à l'agriculture, c'est qu'on fait de l'élevage dans un volume d'eau. Donc on n'est pas sur une surface, on est dans un volume. Et donc on peut mettre beaucoup plus de biomasse que sur une surface terrestre, si vous voulez. Donc ça, c'est très intéressant. D'accord. Donc, les dombes, donc, c'était quel type de poissons là-bas? C'était du poisson d'eau douce, c'était de la carpe, de la tanche, du gardon, principalement de la carpe. D'accord. Donc, sur cette première Expérience. expérience ou inspiration, en tout cas, Inspiration, voilà. vous êtes lancé dans des études spécialisées Alors j'ai fait un mémoire de fin d'études qui était très spécialisé sur l'aquaculture et sur l'alimentation des petites larves de poissons. Donc à l'époque, c'était le bar et la dorade royale. On démarrait à peine l'élevage des poissons marins. Et j'ai eu la chance de faire ce mémoire de fin d'études dans une station aquacole basée à Martigues. Qui m'a permis vraiment de découvrir ce qu'on appelle l'élevage larvaire et l'écloserie des poissons. Et j'ai découvert que ces petits bébés, quand ils naissent, on ne peut pas leur donner tout de suite une alimentation inerte. On est obligé de reproduire une phase qu'on trouve dans la nature, c'est-à-dire faire des algues, ensuite leur donner du plancton animal, donc c'est des artémias, c'est des rotifères, c'est des copépodes, qui doivent être adaptés à la taille de la bouche de la petite larve, parce que là on parle de bébés qui font 4-5 mm, vous voyez. Et donc mon mémoire de fin d'études était axé là-dessus. D'accord. La matière inerte, qu'est-ce que vous dites de matière inerte? C'est des graines, Alors, les matières inertes, on appelle ça d'abord des farines, si vous voulez, pour les, ouais. pour les Non, bébés. juste par comparaison par rapport aux autres, parce qu'on a un public qui n'est pas Et forcément pas forcément bon, spécialiste, bien sûr, spécialisé. mais Donc, en fait, on donne aux poissons, à partir d'un certain stade, ce qu'on appelle des farines ou des granulés, enfin ça dépend des termes qu'on peut envisager. Donc là, il y a des sociétés, souvent des grosses sociétés, qui fabriquent ces aliments aquacoles pour toutes les espèces aujourd'hui élevées dans le monde, avec des particularités et des spécificités techniques, c'est-à-dire que c'est un aliment qui peut flotter, qui peut couler tout doucement, qui doit couler très vite. En fonction des espèces, on adapte l'aliment à la fois en granulé, en taille de granulé, et à la fois en formulation. C'est-à-dire qu'il y aura dans certains granulés des farines de poisson, des huiles végétales, des farines végétales, des farines d'insectes, des farines d'algues. Vous voyez, donc il y a tout un panel de matières premières. Et ça, c'est de la formulation qui est faite dans ces sociétés-là. d'accord. Ce qui est d'ailleurs venu un peu votre spécialité en tant que production d'aliments. Voilà, moi j'ai eu Euh, un parcours d'abord d'écloserie marine, c'est-à-dire où je me suis formé aux techniques d'écloserie pendant très longtemps. Euh, j'ai été cofondateur de l'écloserie marine de Gravelines. J'y ai travaillé plus de 10 ans. Ensuite, j'ai travaillé à Aquanor, qu'on a aussi, je veux dire, j'ai participé à sa construction, à sa formation, à son évolution. alors, Euh, Aquanor, justement, si vous pouvez décrire un peu. alors, euh, l'écloserie marine de Gravelines et Aquanor constituent ce qu'on appelle un centre aquacole qui a été créé en 1982. mhm.
à l'initiative d'ailleurs d'Albert Danvers, qui était maire de cette commune, et qui est très fort soutenu aujourd'hui par Bertrand Hingot, le maire de Gravelines. Qu'on a Et reçu il y a 15 jours voilà, ici tout à même. fait, c'est pour ça que je le cite. Et D'accord. puis en plus, comme c'est un Ouais, ami, ouais. donc j'en parle. Et en fait, la particularité de cette ferme, qui est toujours d'ailleurs la plus grosse ferme à terre d'Europe, c'est de produire du bar et de la dorade royale dans des eaux réchauffées par la centrale nucléaire de Gravelines. Donc vous imaginez bien qu'à l'époque, il y a eu des petites tensions et on parlait du bar radioactif, du bar fluorescent, enfin j'ai eu droit à tous les termes. Et cette société a 40 ans aujourd'hui. Elle est détenue par le groupe Gloria Maris, dirigée par d'ailleurs un ancien de la ferme qui s'appelle Bertrand Ritter. Et c'est une ferme qui tourne très très bien, qui fait un produit de qualité, qui a 2 fois reçu une distinction qui est la sélection au Bocuse d'Or. Donc on voit que c'est une très très belle qualité de produit. Et donc j'y suis resté aussi 10 ans. Donc en fait j'ai passé 20 ans sur le site de Gravelines pour aller ensuite m'occuper d'usines d'aliments aquacoles. Une dans l'Aisne, à Fontaine-les-Vervins, au-dessus de Laon, et l'autre en Bretagne, à Saint-Hervé, pas loin de Saint-Brieuc en fait. Et là, j'ai appris beaucoup sur les techniques de production d'aliments aquacoles, à la fois pour les bébés et pour les plus gros, ce que je vous disais tout à l'heure. Et j'y suis resté 4 années en fait, comme directeur général. Pour ensuite constituer, avec Jean-Baptiste Delpierre, la plateforme d'innovation Nouvelle Vague. C'est un projet qui avait été porté au départ par le pôle de compétitivité Aquimer Mhm. et qui avait été voulu par Nicolas Sarkozy à l'époque. On voulait créer des plateformes d'innovation pour développer certains domaines d'activité dans lesquels on se disait qu'il fallait que la France évolue. Et il y a eu une plateforme qui a été labellisée par l'État en matière d'aquaculture, en matière d'analyse des produits de la mer. Donc ça a été Nouvelle Vague, donc la plateforme d'innovation Nouvelle Vague, qui existe maintenant depuis 2011. Alors, c'est à Wimereux, donc Alors il y a 2 établissements. pas très loin d'ici. Il y a deux Ouais, établissements. Il y a un établissement qui est à Boulogne, ouais. qui est un laboratoire spécialisé dans l'analyse des produits de la mer. Donc là, ce sont des analyses microbiologiques, des analyses chimiques, des analyses organoleptiques, et j'en passe. Il y a à peu près une trentaine de personnes là-bas. C'est un laboratoire qui existe depuis très longtemps, qui a d'abord été le centre d'expérimentation et de valorisation des produits de la mer, qui avait été créé par la région, par Ifremer, aussi à l'initiative d'Ifremer. Et parce qu'en fait, il y avait un manque dans la zone de Capécure d'analyse des produits de la mer. Il fallait que dans cette zone qui est quand même une zone où on transforme énormément de poissons, il fallait qu'il y ait un laboratoire. C'était d'abord une association fiscalisée qui a grossi petit à petit, qui s'est appelé le CEVPM, à Liomer. Et quand on a monté la plateforme d'innovation Nouvelle Vague, on a intégré ce laboratoire dans notre structure. D'accord. Et on a créé par la suite à Vimereux, qui fait donc aussi partie de la plateforme d'innovation Nouvelle Vague, une station aquacole qui a été financée par la communauté d'agglo du Boulonnais, qui a investi énormément d'argent puisqu'on dépasse 4,5 millions d'euros. Donc je dois les remercier au passage parce que c'est vrai que sans eux, on n'aurait jamais pu faire ça. Et là, on est sur une plateforme très très technique sur laquelle on peut tester toutes sortes de nouvelles techniques, de nouveaux aliments, de nouvelles espèces. On est vraiment sur un outil où on fait des prestations de recherche-développement pour divers clients qui sont basés un petit peu partout en France, voire à l'étranger, puisqu'on a aussi des clients étrangers. Et on peut travailler sur ce site à la fois sur de l'eau douce, puisqu'on a un forage d'eau douce, et un pompage en mer. Donc on peut aussi, avec tous les moyens qu'on a de refroidissement et de chauffage de l'eau, on peut travailler sur des températures entre 10 et 30 degrés, et ça nous permet quasiment de tester et de travailler sur toutes les espèces possibles. D'accord. Donc, c'était à l'époque une création, donc une nouveauté. Mhm. Au préalable, est-ce qu'il y avait déjà des recherches? Est-ce qu'il y a quelque part en France des gens Oui, qui oui, oui. ont avancé dans le même... Alors, on a la recherche publique en France qui est très axée sur l'aquaculture, c'est l'IFREMER, où là, ils ont énormément travaillé sur de la recherche fondamentale. Depuis quand, ça, Oh, l'Ifremer? l'IFREMER, je ne pourrais pas vous dire depuis quand ça existe, mais c'est très vieux, hein, c'est très très vieux. Mhm. En tout cas, en matière Quand j'ai commencé, moi, dans les années 80, l'aquaculture, ça existait déjà depuis un petit moment. Il y avait déjà des recherches sur les espèces marines pour Ifremer. Et l'INRA, qui est devenu l'INRAE, a énormément travaillé
sur les poissons d'eau douce, notamment la truite en France, hein, puisque c'est le poisson le plus élevé en France, et là aussi depuis très très longtemps, hein. Mais il y a d'autres Mm. organismes, hein. Vous avez ici la station marine de Vimereux, le laboratoire d'océanographie et de géosciences, vous avez D'accord. l'ULCO qui s'intéresse beaucoup aussi à l'aquaculture. Il y a un enseignement qui est quand même très développé à Boulogne-sur-Mer sur l'aquaculture, sur la transformation des produits de la mer. Vous avez à Coulogne un lycée que j'aime beaucoup, dont je suis administrateur, dirigé par David Van de Waal, avec un professeur qui est vraiment extraordinaire, qui s'appelle Geoffroy Vincent, qui est un passionné d'aquaculture, qui a plusieurs générations d'élèves derrière lui, qui a formé un nombre de bac pro et de BTS aquacole. Je pense d'ailleurs qu'ils nous écoutent là. Et ils ont vraiment formé une grande catégorie d'élèves Mm. dans la région de France, qui d'ailleurs n'ont pas de soucis pour trouver du travail aujourd'hui, hein. D'accord. L'aquaculture, on va dire, ça date de quand? Parce que je dis il y a très longtemps, mais Ouh, ça date l'aquaculture, très ça longtemps. date de... On situe ça en gros 2500 ans avant Jésus-Christ. Donc vous voyez, c'est très vieux. Alors l'aquaculture, peut-être je vais vous donner ma définition. Mhm. Donc l'aquaculture désigne toutes les activités de production animale et végétale, que ce soit en eau douce, en eau saumâtre ou en eau salée. D'accord. Donc on trouve plusieurs branches aquacoles, c'est-à-dire qu'il y a la pisciculture, donc tous les Mhm. poissons, qu'ils soient d'eau douce ou d'eau de mer. On a la conchiliculture, donc là on va retrouver ce qu'on connaît bien chez nous, les huîtres. Conchyliculture, Conchiliculture, voilà. ouais, non, mais Euh, allez-y, parce que c'est l'élevage des encore mollusques, pareil, je faut voilà. expliquer les. L'élevage des Ouais. mollusques, donc on a surtout les huîtres, les moules, plus grosse production française, les huîtres, hein, en matière d'aquaculture. Les palourdes, etc., les ormeaux aussi, il y a pas mal Mhm. d'essais. On a l'algoculture qui se développe de plus en plus. Donc, Donc là, la culture des algues, la culture j'imagine. des algues, alors il y a D'accord. alors, quand on parle de culture des algues, il y a les microalgues et il y a les macroalgues. Donc il y a d'ailleurs un projet qui va être porté par la société Copalis là, de filière d'algues, de macroalgues en mer. Microalgues très intéressant pour l'industrie des médicaments, pour l'industrie de l'aliment aquacole. Les algues ont une particularité, c'est d'être très riches en protéines et en huile. Et en huile, très très intéressante puisque c'est des oméga 3. Donc c'est certainement une aquaculture qui va se développer beaucoup en Europe. Elle est déjà très développée partout dans le monde, hein. C'est une des plus grosses productions mondiales aquacoles, on en parlera tout à l'heure. Et à côté de ça, vous avez l'élevage des crevettes, qu'on appelle la Mhm. carcinoculture ou la péniculture. Vous avez la raniculture, qui se développe aussi dans pas mal de pays. Là, La raniculture, c'est l'élevage des grenouilles. ah bon, Et oui, puisqu'en fait, les d'accord. grenouilles se développent au départ dans Mhm. l'eau. Et c'est dans certains pays, notamment en Asie, une forme d'aquaculture assez développée. D'accord. Et enfin, vous avez l'aquaponie qui allie l'agriculture avec l'aquaculture, puisqu'en fait, on élève des poissons dont les excréments vont aller enrichir les plantes. Mhm. Donc c'est très vertueux, si vous voulez. Ça, c'est pour moi aussi quelque chose qui va se développer et c'est quelque chose qu'on peut faire un peu partout, près des villes. Donc cultiver des tomates, des fraises, des herbes aromatiques, etc. Il y a plusieurs sociétés françaises qui s'y sont mis aujourd'hui. Il y en a une qui est très très bien que j'ai visitée il n'y a pas longtemps dans le Gers qui s'appelle Ozon. Un bureau d'études qui s'appelle Bioponie, qui est très 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 intéressant. La ferme intégrale. Enfin, il y a aussi Agriloops, qui est une ferme de crevettes dont on a parlé récemment parce qu'ils ont fait une belle levée de fonds. Là, ils élèvent des crevettes dans la région de Rennes. Et ils font aussi derrière des tomates et toutes sortes de légumes. Donc on est sur quelque chose, une nouvelle forme d'aquaculture, si vous voulez, qui est lancée. Et après, on a des formes d'aquaculture un peu différentes, des techniques d'aquaculture différentes qui sont en train d'évoluer, qui sont en train de se développer et qui changent un petit peu des techniques classiques. Donc là, je parle de l'aquaculture offshore, qui est en train de se Mhm. développer énormément. L'aquaculture en circuit fermé, donc, dont on parle aussi beaucoup parce que ce sont des grosses fermes à terre avec un stock de poissons assez important.
On a parlé de projets saumon à Boulogne, On en parlera de tout à ferme de l'heure, 10 000 ouais. tonnes. Voilà, il y en a eu plusieurs. Il y en a plusieurs en France, hein, en plein Mhm. développement. Il y en a plein dans le monde, puisqu'on parle de plus de 250 projets de circuits fermés Mhm. dans le monde. Donc, il y a aussi l'aquaculture multitrophique intégrée. Alors ça, c'est une technique intéressante. C'est-à-dire que on essaye de faire plusieurs élevages qui vont dépendre l'un de l'autre. C'est-à-dire que si vous élevez des poissons en cage, les excréments des poissons vont aller nourrir des mollusques, par exemple, qui vont filtrer, ou des crevettes, ou des algues. Donc il y a Mhm. toute une chaîne qui se crée. On appelle ça l'aquaculture. D'accord. Alors, vous aviez signalé tout à l'heure, ça existe depuis 2500 ans avant Oui. Jésus-Christ. Euh, allez, on va dire à l'échelle plus récente, disons après la Deuxième Guerre mondiale, est-ce qu'il y avait déjà de l'aquaculture significative ou Vous voulez dire en France bon, on va dire ou... dans le monde, on va Ah oui, dire dans le tout. monde, oui. Ouais. Les Chinois produisent et ont toujours produit. Ils ont une population qui a énormément augmenté, hein, c'est la Mhm. monde. La Chine est le premier producteur aquacole mondial depuis très longtemps. Je dirais depuis le début, en réalité. Elle a besoin de ça pour nourrir sa population. L'agriculture ne suffit pas. Ouais. Donc, ils ont très très vite développé des techniques. Et figurez-vous que c'est pas un poisson d'eau de mer qui est le plus élevé dans le monde. À votre avis, c'est quoi le poisson le plus élevé dans le monde? On dit la truite ou non, pas la truite, non. Non, pas du tout. Le poisson le plus élevé dans le monde, c'est la carpe. La carpe, ouais. La carpe. Et c'est un Ouais. poisson d'eau douce, c'est pas un poisson d'eau de mer. Donc Mhm. en fait, la carpe représente à peu près 30 millions de tonnes, donc surtout en Chine, alors que l'aquaculture représente 130 millions de tonnes. Et figurez-vous que derrière la carpe, on trouve les algues. Les algues, c'est 30 millions de tonnes aussi, quasiment. Donc, et là, on parle de macro-algues qui Mhm. sont énormément consommées dans les pays asiatiques, notamment au Japon, en Chine, etc. Ouais. Et on trouve la truite et le saumon que très très loin derrière, je crois en 10e position, la truite et le saumon dans le monde, ça pèse 3,5 millions de tonnes. Nous, on pense qu'il y en a beaucoup, mais en réalité, c'est ce qu'on consomme qui nous fait dire, tiens, le Mhm. saumon, c'est énorme, mais c'est pas si énorme que ça. Ah, justement, la thématique du jour, c'est est-ce que l'aquaculture peut nourrir l'humanité? Qu'est-ce que représente l'aquaculture à l'échelon mondial en pourcentage de l'alimentation des humains? Alors, bon, je vais vous donner des chiffres qui sont un peu arrondis, si vous voulez. Hein, Oui. on ne va pas rentrer dans des détails énormes, mais l'aquaculture pèse 130 millions de tonnes aujourd'hui. Elle a dépassé pardon, la pêche il y a quelques années, parce que la pêche aujourd'hui stagne à environ 100 millions de tonnes. Ça va mieux parce qu'on a longtemps pêché trop, ce qui fait que les Mhm. stocks ont fondu. Et là, maintenant, il y a des quotas qui sont mis en place, etc. Donc, il y a quand même une pêche qui est de l'ordre de 100 millions de tonnes. Peut-être que ça va augmenter, mais ça n'augmentera pas beaucoup, très certainement. Donc, c'est pas beaucoup Mhm. au regard de la population mondiale. Pour vous donner une Le, comparaison, on le élève... poulet, mettons. Je sais pas si vous alors avez le les poulet, je ne chiffres. sais pas dans le Oui, détail, je crois que c'est plus de 100 millions de tonnes, mais la viande, on va dire la viande, oui. que ce soit bovin, Mhm. porcin, poulet, puisque en fait c'est les Mhm. trois grosses catégories de viande qui sont consommées dans le monde, on est en gros à 350 millions de tonnes Par rapport à 130. par rapport à 130 et C'est par quand même, rapport à 100 de la pêche. c'est quand Mais même, c'est quand même énorme déjà, hein, c'est je quand même pense. énorme. Ouais. Mais on a l'agriculture, donc les céréales, Mhm. qui pèsent 3000 millions de tonnes, donc 3 milliards de tonnes. Et là, on est sur le maïs, qui est la production la plus importante du monde, puisqu'on est à 1 milliard de tonnes. Ensuite, va venir le blé, le riz, bien sûr. Le riz, c'est quand même la base de Mhm. l'alimentation en Asie. Et ce qu'il faut savoir, c'est que sur ces 3 milliards de tonnes, il n'y en a que 30% qui sont consommés par les humains. Le reste, c'est consommé par le bétail. Donc, il y a 70% des céréales produites dans le monde qui sont consommées par le bétail. Alors, ce qu'il faut dire, et encore une fois, parce que souvent mes propos sont un petit peu mal pris par les agriculteurs, il y a une réalité, c'est un constat. Le poisson, enfin la majorité des poissons, euh, ils sont extraordinaires parce qu'en fait, ils ont un indice de conversion qui est très bas. C'est-à-dire qu'ils transforment très bien l'aliment. Pour une raison qui est toute simple, c'est que le poisson, et on dit qu'il est poikilotherme. Oula. C'est-à-dire que, en fait, sa température est quasiment la même que le milieu dans lequel il évolue. C'est-à-dire que contrairement à tous les animaux terrestres,
notamment les mammifères, il ne dépense pas d'énergie pour réguler sa température. Nous, on consomme de l'énergie pour se maintenir à 37 tout le temps. Le poisson, il n'a pas ce problème-là. Et en fait, pour vous donner un petit peu une idée, un poisson va consommer, alors c'est le cas du saumon et de la truite, à peu près 1 kg, 1,2 kg d'aliments pour faire 1 kg de carcasse, de chair. Le bar, la dorade, ça va être 2. Enfin, très différent. Mais si on prend un animal terrestre, le plus mauvais élève, c'est la vache, le bœuf, où là, on est entre 7 et 10. Donc 7 et 10 kilos d'aliments pour faire 1 kg de viande. Les porcins, on est de l'ordre de 5. Le poulet, c'est le meilleur élève sur Terre. Aujourd'hui, il faut à peu près 2 kilos d'aliments pour faire 1 kg de poulet. Et après, ce qu'il faut voir, si vous voulez, c'est que le poisson ne consomme pas d'eau, puisqu'il est dans l'eau. Donc, mais pour faire 1 kilo de viande de bœuf, il faut à peu près 80 litres d'eau. Vous voyez ? Donc, et encore une fois, c'est un constat. C'est pas du tout, je dis pas, il faut arrêter de manger de la viande ou il faut arrêter de produire de la viande, hein, au contraire. Mais on a des bilans carbone avec le poisson qui sont extraordinaires. Ou avec les mollusques. Les mollusques sont les meilleurs élèves parce que les mollusques, eux, ils vont filtrer l'eau. On n'a même pas d'alimentation à leur apporter puisqu'ils vont la trouver dans le milieu naturel. Donc, vous voyez, et là, on est sur des bilans carbone négatifs. On ne va pas pouvoir se nourrir très longtemps avec des mollusques aussi. Mais... ça fait partie, en tout cas, vous savez que les huîtres et les moules, dans le monde, c'est quand même 5 millions de tonnes. Donc, c'est quand même beaucoup. Et en France, c'est 200 000 tonnes. Donc, c'est pas rien. Hein. Et l'huître française est très réputée. Elle est exportée partout dans le monde. C'est un très, très beau produit. Il n'est pas lourd aussi. D'accord. Voilà. Donc, un très bon rapport... on va dire qualité-prix. Sur la Côte d'Opale, ça représente un potentiel. On a de la mer tout du long. Là, comment vous percevez ça? Est-ce que vous trouvez qu'on exploite bien? Est-ce qu'il y a des perspectives à améliorer La Côte d'Opale, c'est un petit peu comme la façade atlantique française. En fait, la France, je crois, est le deuxième pays au monde à avoir le plus de surface marine. En fait, la production la plus importante en France, en poisson, c'est la truite, c'est de l'eau douce. Donc, c'est à peu près 40 000 tonnes de truites produites en France. C'est en gros 5 000 à 6 000 tonnes de poissons marins, bar, dorade, maigre, turbo et sol. Enfin, mais c'est pas assez. Et les huîtres, les moules, on est à peu près 200 000 tonnes. Le problème qu'on a en France, et d'ailleurs qui a été soulevé dans un plan... Aquaculture à venir, un document qui est sorti il n'y a pas longtemps que le gouvernement a édité. En fait, on a un gros problème en France, c'est l'accessibilité au foncier ou l'accessibilité aux concessions. Et on a trop de problèmes administratifs à résoudre avant de pouvoir s'installer. Donc ça a été enfin soulevé par l'État lui-même. Aujourd'hui, il est très très compliqué de s'installer comme aquaculteur en France. Ça devient vraiment la croix et la bannière. Donc ça, c'est un des freins au développement de l'aquaculture. Et après, vous avez aussi l'accès au site. C'est-à-dire que si on prend la côte d'Opale, c'est une côte qui n'est pas simple. C'est-à-dire qu'en fait, vous avez énormément de vent, vous avez énormément de vagues, et vous avez beaucoup d'écart thermique. C'est-à-dire que si on prend Boulogne, l'hiver, la mer est à 4 degrés, l'été, elle va monter jusque 20. Donc, c'est pas évident de trouver une espèce qui va arriver à... Oui, parce que toutes les espèces aquacoles ont un optimum thermique. C'est-à-dire que le saumon, il va plutôt être à l'aise à 12 degrés. Le bar et la dorade royale vont plutôt être à l'aise à 22 degrés. Vous voyez. Donc, c'est pas toujours simple. Et sur la côte d'Opale, il est compliqué de mettre des cages en mer. C'est-à-dire que... Ou alors, il faut mettre des grosses cages bien solides parce que quand vous avez des tempêtes, elles vont pas résister longtemps. Vous voyez. C'est pareil, si vous mettez des filières de moules, d'huîtres ou d'algues, il faut très très bien choisir son site parce que sinon, vous risquez, après une tempête, de tout retrouver cassé. Donc sur la côte d'Opale, aujourd'hui, il n'y a pas grand-chose. Il y a plus de choses à terre, puisqu'on a énormément de pisciculteurs. La région Hauts-de-France, c'est la deuxième région qui produit de la truite en France, après les Landes et avant la Bretagne. Mais si vous voulez, c'est compliqué de faire de l'aquaculture sur la côte.
Alors, il y a eu des essais d'huîtres il n'y a pas longtemps. D'ailleurs, c'est le lycée de Coulogne qui aussi s'en est un petit peu occupé avec un porteur de projet. Il y en avait, Justement, j'allais y venir. Il y avait des huîtres à l'époque. Oui, moi j'en discute de temps en temps avec Jean-Baptiste Delpierre, qui a bien connu des parcs ostréicoles pas loin de Vimereux. Hein, en fait, l'huître a disparu de la région parce qu'il y a eu des gels. Vous savez que l'huître, à marée basse, elle est découverte. Il y a eu du gel et les huîtres n'ont pas résisté. Il y a eu quelques maladies aussi qui ont fait que l'huître a complètement disparu de la Côte d'Opale. Et là, il y a eu un essai qui a été fait par un porteur de projet, qu'on a testé d'ailleurs à la plateforme d'innovation Nouvelle Vague en matière du goût. Donc, on a fait des analyses organoleptiques qui sont excellentes. C'est un dossier d'ailleurs qui a été porté par le GALPA. Et vraiment, il est possible aujourd'hui de refaire des huîtres sur la Côte d'Opale. Ça, c'est une solution, c'est quelque chose qui pourrait se développer. Il est possible de faire de l'aquaculture, ce ne sera pas forcément dans des cages en mer, mais de faire de l'aquaculture à terre. D'ailleurs, la ferme de Gravelines est une ferme qui est à terre, elle n'est pas en pleine mer. Donc, c'est quelque chose qu'on peut très bien imaginer. Il faut pomper l'eau. Idéalement, quelle est la situation? Il faut un banc de sable, il faut des rochers, il faut... Il n'y a pas de situation idéale, comme si vous voulez. Après, on fait ce qu'on appelle une étude de site. C'est-à-dire que quand on veut installer un projet aquacole, on va faire une étude de site, on va regarder plein de choses, parce qu'il faut regarder effectivement les paramètres physico-chimiques, il faut regarder les courants, j'ai dit tout à l'heure la température, etc. Il faut voir si on peut pomper de l'eau et où on peut la rejeter. Donc il y a une étude de site à faire. Ensuite, il y a ce qu'on appelle une étude d'impact, qui aujourd'hui est obligatoire. Ça, c'est pour c'est pas pour dans l'eau, ça c'est pour offshore, ça. Non. Parce que pomper de l'eau, vous n'allez pas pomper de l'eau. Si vous faites des huîtres, vous n'avez pas besoin de pomper d'eau. Non, mais là, je parlais de poissons. D'accord. Si vous voulez faire une ferme de poissons, à terre, par exemple, vous êtes obligé de pomper un endroit, vous êtes obligé de prendre de l'eau dans une rivière pour les truites. Donc forcément, vous allez prendre de l'eau, mais vous allez aussi la rejeter. D'accord. Parce que, en fait, le poisson, il utilise l'eau, il ne la consomme pas. Hein. Donc, on restitue toujours l'eau dans le milieu dans lequel on l'a prélevée. Et il faut que cette eau, elle soit d'une qualité qui est très très surveillée en France. On est vraiment à des niveaux de surveillance et d'exigence qui sont très très élevés. Et c'est aussi pour ça que c'est compliqué aujourd'hui de s'installer, sachant aussi qu'il y a une donnée qu'il faut prendre en compte, c'est le réchauffement climatique. Aujourd'hui, ça devient compliqué de faire de la truite en France à certains endroits parce qu'il n'y a plus assez d'eau. Donc, il y a une diminution du débit des rivières qui fait qu'on ne peut pas forcément s'installer. Donc, vous voyez, il y a toutes sortes de paramètres en compte. C'est pas simple. Hein, et il faut vraiment que l'étude de site soit très, très bien faite avant de s'implanter. Mais en mer, là, actuellement, sur le littoral, vous ne voyez pas beaucoup de perspectives pour la Côte d'Opale Si, moi, j'y vois les mollusques, justement. C'est ce que vous disiez tout à l'heure. Là, on peut très bien... Il y en a, hein, bien sûr, il y en a, mais à mon sens, il n'y en a pas assez. On peut très bien faire de la moule, de bouchot. On peut poser des tables pour faire des huîtres. Il y en a plus du côté... de la Côte d'Opale, mais sud, donc Saint-Valery, etc., et la Normandie. Là, on trouve plus de parcs ostréicoles. Et je pense que petit à petit, la Côte d'Opale devrait de nouveau créer des nouveaux parcs ostréicoles. Après, il faut avoir les concessions, ce qui n'est pas simple. Donc c'est toujours aussi, là, ce que je vous disais, un parcours du combattant, où pour obtenir des concessions, c'est très très compliqué aujourd'hui en France. D'accord. Et c'est bon, on ne va pas rentrer dans ces... Non, ce sont des détails, mais c'est en train d'évoluer beaucoup au niveau de la législation française, et c'est une bonne chose. Donc il y a la culture en mer, donc on vient de voir, plutôt des huîtres et des moules. Et il y a la culture du poisson, donc aquanor. Alors le poisson, par contre, ça s'élève terre, ça peut s'élever en mer. Vous avez des cages de poissons un petit peu partout dans le monde. Vous en avez en France, dans la baie de Cannes, par exemple. Vous avez une société qui s'appelle Aquafrican, qui produit du bar, de la dorade, du maigre. Vous avez le groupe Gloria-Maris qui produit du poisson en Corse, donc dans la baie d'Ajaccio, au niveau des sanguinaires, qui fait aussi bar, dorade et maigre, qui en produit aussi en Sardaigne. Donc vous avez des cages
en France à plusieurs endroits. Vous en avez aussi tout près de Marseille, une petite société qui s'appelle Provence Aquaculture. Enfin, il y en a dans la baie de Toulon, il y en a un petit peu partout. Mais ça reste une production qui n'est pas assez développée à mon sens. D'accord. Et souvent, c'est compliqué parce que pour faire de l'aquaculture, il faut, comme je vous le disais, des sites adaptés. Mais il y a aussi parfois une bagarre, c'est-à-dire que les communes n'aiment pas avoir des cages installées chez eux, surtout sur la Côte d'Azur. On va plutôt préférer privilégier le tourisme que l'aquaculture, si vous voulez. Donc, c'est pas du tout la même chose. Et parfois, ça gêne le regard. Même des cages en mer vont poser un problème. Bon, on connaît le problème des éoliennes, hein, ça pose aussi problème. Donc, c'est compliqué souvent d'allier une activité comme ça avec d'autres activités, notamment le tourisme. Parfois, c'est des problèmes politiques aussi. Hein. Nous, on a une focale qui est assez nette sur le saumon. On va en parler tout à l'heure. Il y a du saumon, c'est produit beaucoup en Norvège, j'imagine. Oui, il y a 2 pays qui produisent du saumon. De grosses productions de saumon, c'est la Norvège et le Chili. Bon, vous avez l'Écosse qui en produit pas mal, vous avez les îles Féroé, enfin, il y a l'Islande, mais c'est surtout la Norvège et le Chili. Alors, pourquoi la Norvège et le Chili? Parce qu'en fait, ils ont une température d'eau qui correspond vraiment à la température optimum du saumon. Les fameuses 12 degrés, là. Le fameux 12 degrés ou 14 degrés, si vous voulez. Ouais. Ils ont aussi ce qu'on appelle des fjords. Donc, ils sont protégés. C'est-à-dire que les fjords, c'est un petit peu ce que vous trouvez en Bretagne, là, ce qu'on appelle les rias, où en fait, vous allez remonter dans les terres. En plus, en Norvège, ils sont assez profonds, un peu moins au Chili. Mais du coup, les cages sont protégées. C'est ce qu'on n'a pas sur la côte d'Opale, si vous voulez. On aurait ça sur la côte d'Opale, on pourrait mettre des cages. Mais, et là, elles sont complètement à l'abri. D'accord. Et c'est ça qui a fait que le saumon s'est énormément développé en Norvège et au Chili. En revanche, aujourd'hui, la Norvège a décidé d'arrêter de donner des concessions, de développer les concessions de saumon parce qu'elle trouve que en Norvège, on est quasiment à 2 millions de tonnes. Ça fait trop, il y en a trop dans les fjords. Donc la Norvège a décidé de ne plus délivrer de concessions, même de taxer les producteurs de saumon. Et elle prône le développement de l'élevage de saumon à terre. Donc, ce qu'on appelle ces fameuses fermes à circuit fermé, qui se développent de plus en plus d'ailleurs. Puis, en mer, on a surtout beaucoup entendu parler des problèmes de santé des animaux et de perturbations des maladies qui se propageaient aux animaux hors ceux qui sont en cage. Donc, ça pouvait disséminer beaucoup plus loin. Donc, oui, alors ça, c'est toujours on parle toujours des choses qui vont pas, puis on parle moins des choses qui vont bien. Mais en fait, il arrive bien sûr, comme dans n'importe quel élevage ou comme nous, humains, on peut tomber malade. Ça arrive. Il peut y avoir des bactéries qui sont présentes dans l'eau de mer et qui vont poser des problèmes sur des poissons. L'éleveur n'a jamais intérêt à ce que ces poissons soient malades. Donc l'éleveur, il va tout faire pour que son site, il le choisisse bien, il soit dans de bonnes conditions, et du coup, pour que ces poissons soient élevés dans des conditions optimales de bien-être. Donc quand je dis bien-être, c'est quoi? C'est une bonne température adaptée aux poissons, c'est un bon aliment, c'est suffisamment d'espace, c'est des techniques d'élevage qui font que finalement, on met toutes les conditions pour que le poisson soit dans de bonnes conditions pour bien grossir, parce que la finalité de l'aquaculture, c'est d'avoir un poisson qui grossit assez vite, mais qui reste de bonne qualité. L'idée, c'est pas de faire un poisson qui pousse très vite et qui soit très gras. En général, ce qu'on veut, c'est un poisson qui soit de bonne qualité, surtout dans nos pays à nous, comme l'Europe ou les États-Unis. Alors, il y a d'autres pays, ils vont plus regarder à faire des poissons qui nourrissent qui vont pousser très vite pour nourrir une population qu'on a vraiment besoin. Donc, on n'est pas sur les mêmes critères en fonction des pays ou de l'espèce qu'on va élever. Mais il arrive effectivement qu'il y ait des maladies sur certains élevages. Ça a été le cas en Chili, puisqu'il y a eu au Chili, il y a eu énormément de pertes de saumon à une époque parce qu'il y a eu un virus, comme les virus. J'allais parler du Covid, mais j'exagère un petit peu. Mais il y a des virus qui peuvent se propager dans l'eau de mer, ce qu'on appelle des maladies sensibles. Donc pour le saumon et pour la truite, puisque le saumon et la truite sont de la même famille, ce sont des salmonidés. Et il y a 3 maladies qui sont assez connues sur cette espèce-là, qui peuvent décimer les élevages. Donc maintenant, il y a des vaccins
comme pour nous. Si vous voulez, on développe des vaccins. Et vraiment, si ça ne va pas, il arrive effectivement qu'on puisse donner des antibiotiques à des poissons pour des problèmes de bactéries. Ça arrive ou c'est fréquent Ça arrive, c'est pas fréquent. Alors ça l'a plus été à une époque, je dirais, il y a 20-30 ans, où effectivement, on a peut-être un peu abusé d'antibiotiques sur des élevages. Parce qu'on n'avait pas les techniques qu'il fallait pour bien les élever. Mais aujourd'hui, à ma connaissance, en tout cas en Europe et dans les pays du Nord, comme la Norvège dont on parlait, c'est de plus en plus durable, entre guillemets, dans le sens où, d'abord, utiliser l'antibiotique, c'est cher. L'éleveur n'a jamais intérêt à le faire. Et aujourd'hui, les techniques font que c'est assez rare. Alors, il y a eu en Norvège beaucoup de rumeurs sur le saumon, parce qu'on disait, oui, ils mettent des pesticides sur leurs poissons, etc. Il y a même une année au Boulogne où il y a eu ces rumeurs-là qui ont fait que la chute le marché a énormément baissé. En fait, les Norvégiens avaient le droit d'utiliser un produit qu'on n'avait pas le droit d'utiliser en Europe. Donc c'est ça qui a fait que, parce qu'en fait ils ont en Norvège ce qu'on appelle le pouls du saumon, qui est un petit zooplancton qui se développe sur la peau du saumon et qui va l'abîmer. Donc c'est pas très joli à regarder, c'est pas gênant pour la chair, ça peut créer des mortalités aussi. Et donc ils diffusaient un produit dans l'eau pour tuer ce pouls. Ça a été interdit dans les années, je pense qu'il y a plus d'une dizaine d'années maintenant. Et maintenant il y a d'autres techniques pour tuer ce pouls. Donc effectivement, je ne vais pas dire que ça n'existe pas, parce que ça existe dans tous les élevages. On fait appel à des vétérinaires spécialisés, on appelle ça des ichthyopathologistes. Il n'y a que des vétérinaires qui peuvent délivrer une ordonnance. C'est comme le médecin, c'est pas l'éleveur qui va dire non, mais moi je vais balancer les antibiotiques dans mes cages ou ceci ou cela. C'est réglementé, donc on ne fait pas n'importe quoi. Il y a un vétérinaire qui va intervenir. Vous voyez ? Donc, les problèmes de migration de poules saumon, dont on parlait souvent aux animaux hors cage. Oui. Est-ce que c'est quelque chose qui... Le pouls du saumon, il est présent partout, c'est-à-dire qu'il est présent dans la mer. Donc, s'il y a un saumon sauvage qui se balade par là, il aura aussi des poux. Mais c'est pas parce que le saumon est élevé en cage qu'il va avoir des poux. C'est parce que ce poux, il est présent à la surface de l'eau. En Norvège, ce qui fait que maintenant il y a des techniques qui font qu'on élève plutôt le poisson à des profondeurs, on immerge des cages pour que ce poux ne contamine pas la peau des saumons. Mais le milieu naturel, il est aussi, j'allais dire, contaminé par ces petits poux. En fait, l'eau de mer, c'est un bouillon de culture. Donc, dans l'eau de mer, vous avez ce qu'on appelle des vibrions, des bactéries qui sont présentes partout en fonction de la température de l'eau. Et c'est comme dans l'air, si vous voulez. On a toutes sortes de bactéries qui se promènent, de virus, etc. Mais c'est souvent les conditions d'élevage qui, si elles sont bonnes, font que il n'y aura pas de problème d'attaque de ces bactéries ou de ces virus. Vous voyez, c'est souvent de l'anticipation. C'est des vaccins, comme je le disais, pour certains virus. Et c'est souvent des températures d'eau qu'il ne faut pas dépasser, etc. Vous voyez, donc c'est souvent la technicité de l'éleveur qui va faire qu'aussi on n'est pas embêté par certaines maladies. Mais ces maladies sont présentes partout. Alors restons dans le saumon. Oui. Et revenons plus proche de chez nous, oui. ici à Boulogne. Il y a eu plusieurs projets qui ont été développés, proposés. En tout cas, un qui était un peu à l'intérieur des terres, d'ailleurs, assez éloigné de la mer, d'ailleurs, avec de l'eau qui était de l'eau douce, et puis sur lequel on apportait du sel. Mais ça, on va en reparler un peu, la salinisation de l'eau. D'accord. Et puis un autre que vous connaissez bien aussi, qui est le local océan, qui est là, pour le coup, sur le port. Oui. Alors, c'est vrai qu'on entend tout... et beaucoup de choses qui me font pas plaisir puisque j'ai eu un peu le compte-rendu de l'enquête, de la réunion publique qui s'est tenue il n'y a pas très longtemps, je crois le 14 mars au Portel. Moi, je suis souvent désolé d'entendre des choses comme ça sur des projets parce qu'en fait, on va toujours tirer à boulet rouge sur des projets comme ça
Alors qu'en fait, à mon sens, si vous voulez, on devrait essayer de comprendre comment ça fonctionne. Ouais, mais peut-être que on devrait essayer de prendre l'avis d'experts. Peut-être que l'expertise n'a pas été... L'explication n'a pas été... Certainement. Il y a certainement un défaut de communication, d'explication. Et à côté de ça, je pense qu'il faut chercher à comprendre comment ça fonctionne. Si vous voulez, le problème, c'est un petit peu le problème qu'on a eu à l'époque avec la ferme des 1000 vaches. C'est-à-dire qu'on dit, on va produire du saumon à terre, dans une ferme qui va être un grand bâtiment, et on va produire 10 000 tonnes de saumon par an. Bon, je schématise, hein, mais c'est peut-être un peu moins, je crois, pour Local Océan. Je crois que c'était ça, 10 000 tonnes. Alors, il y a un gros avantage à produire à terre, c'est que là, on va pas être dépendant des vagues, des tempêtes, etc., puisque tout sera protégé dans des bassins qui seront à terre. On va uniquement pomper l'eau, on va rejeter. Alors, plusieurs problèmes par rapport à ça, soulevés justement lors de cette réunion publique. Le fait que le poisson soit dans des bassins, on dit qu'il est trop chargé, il y a trop de densité, etc. Souvent, pour les gens qui font de la plongée, les poissons sont souvent en banc. Si vous prenez la densité qu'il y a dans un banc de poissons naturel, je peux vous dire qu'il y a des centaines de kilomètres cubes parfois. Donc, le poisson, c'est pas un vrai problème pour lui que d'être dans des bassins où ils vont être plusieurs plusieurs kilos de poissons au mètre cube d'eau. Après, il faut pas exagérer. C'est toujours la même chose, si vous voulez. Il ne faut pas passer à l'extrême. Il faut faire attention à respecter certains paramètres de charge de poissons dans le bassin. Mais, encore une fois, l'éleveur qui va vouloir élever ses poissons, il n'a aucun intérêt à ce que ce ne soit pas dans les critères de bien-être du poisson. Alors, donc, juste un instant, le saumon, on va parler toujours de cet animal. Est-ce que ce n'est pas un animal migrateur, déjà, pour commencer? Et comment vit un saumon? Il vient des rivières, normalement. Alors, il se reproduit dans les rivières. C'est-à-dire que le saumon sauvage, il remonte la rivière pour pondre. Il pond toujours en eau douce. Et ensuite, il redescend, et il repart en mer, et il revient pondre, toujours d'ailleurs au même endroit. On ne sait pas très bien comment il s'y retrouve, mais il sort de parfum. Il revient toujours au même endroit. Pour de l'élevage, si vous voulez, ce qu'on fait, c'est qu'on a on appelle ça des écloseries. Donc, on a des reproducteurs qui vont pondre des œufs, qui vont devenir on n'appelle pas ça des alevins pour le saumon, on appelle ça des smolts, et qui vont être des petits smolts qui vont se développer d'abord en eau douce, et ensuite qui vont migrer en eau de mer. Ça, c'est un phénomène. On reproduit, si vous voulez, la nature. En réalité, on fait très attention pour que le poisson s'adapte à la mer. C'est des problèmes d'osmorégulation au niveau du poisson. Mais ça se fait très bien. Donc, on peut très bien reproduire l'élevage du saumon n'importe où dans le monde. Et ces fermes, justement, en circuit fermé, ont un très gros avantage. C'est qu'à l'intérieur de cette ferme, on va créer la température qu'il faut et qui va être l'optimum de croissance, de bien-être du poisson. C'est-à-dire que si je prends une ferme comme le Local Océan, on va pomper de l'eau en mer. 4 degrés l'hiver, 20 degrés l'été. Mais dans la ferme, il y aura toujours 12 degrés. Parce qu'en fait, cette eau, on va ou la refroidir, ou la réchauffer, mais on va prélever en mer que très peu d'eau. Parce que ces circuits fermés ont un gros avantage, c'est qu'en fait, on recircule beaucoup d'eau au sein de la ferme, mais on prélève un tout petit peu d'eau de renouvellement pour apporter justement une eau neuve, on appelle ça de l'eau neuve, mais en gros, ça pèse pas grand-chose. Si vous voulez, une ferme en circuit fermé, en gros, on renouvelle 10% du volume par jour. Pas grand-chose. Vous prenez Nausicaa, c'est un circuit fermé. Nausicaa, c'est l'exemple même d'un circuit fermé, c'est-à-dire qu'on renouvelle très très peu d'eau. La station qu'on a à Wimereux, la station Nouvelle Vague, fonctionne aussi en circuit fermé. À l'écloserie marine de Gravelines, il fonctionne aussi en circuit fermé. Donc, si vous voulez, il y a plusieurs techniques. L'idée, là, c'est d'économiser des calories et d'économiser de l'eau. Parce que pomper de l'eau, ça coûte cher, si vous voulez. Donc là, Local Océan, moi, j'avoue que je préfère ce projet-là parce qu'il va pomper de l'eau de mer, il va l'utiliser et il va la rejeter. Alors, on parlera des rejets après. L'autre projet qui avait lieu à Landacre, j'avoue que aller chercher de l'eau dans la nappe et de l'eau potable, d'ailleurs, il n'y en a pas beaucoup là-bas. À mon avis, il n'y avait pas assez d'eau. Enfin, beaucoup d'experts ont dit qu'il n'y a pas assez d'eau à cet endroit-là. Ce sera impossible de pomper.
Ça me gêne plus parce que si vous voulez, on va utiliser de l'eau potable alors qu'on en manque. On va la saler. En gros, pour élever 10 000 tonnes de poissons, il faut à peu près 15 tonnes de sel par jour. Et quelle était l'idée derrière celui-là en particulier Alors, à Landacre l'idée, c'est que l'eau qui était dans le sol était pile poil à la température voulue. Elle était à 12 degrés. L'eau de forage, elle a un gros avantage, c'est que quand vous la pompez, elle est stérile. Donc c'est une eau de bonne qualité, mais elle n'est pas salée. Donc il faut apporter le sel. Dans ces conditions-là, c'était gênant à mon sens de faire ça à Landacre. Et quand on la rejette, c'est aussi de l'eau salée, du coup. C'est de l'eau salée. Et après, il faut avoir l'autorisation de rejeter de l'eau salée dans le réseau d'eau potable. Et un bassin, c'est combien de mètres cubes, par exemple Il y a des bassins. Alors là, c'est très, très différent. Mais en gros, ces grosses fermes, elles ont des bassins qui font 1000, 2000 mètres cubes. Alors, ça dépend du stade du poisson. C'est des grands volumes. Hein. On est sur des très grands volumes. 2000 mètres cubes, ça fait 200 mètres cubes rejetés par jour, mettons. Alors, c'est pas tout à fait comme ça. Mais oui, on va schématiser, c'est ça. Ça. Mais en gros, une ferme comme Local Océan, je crois que le débit pompé est de l'ordre de 270 mètres cubes par heure. Ce qui, en fait, n'est rien du tout. 270 mètres cubes par heure, c'est beaucoup quand même. C'est rien du tout. Vous prenez le débit d'une ferme comme Aquanor, par exemple, qui est une ferme en circuit ouvert. Donc là, l'eau, elle rentre, elle ressort. Entre-temps, elle passe par la centrale nucléaire pour se réchauffer un peu. Bien sûr, on est sur le circuit de refroidissement des réacteurs avec aucun problème d'échange et surtout pas de possibilité d'avoir une eau contaminée par la radioactivité. Mais on est sur des schémas complètement différents. Une ferme comme Aquanor, on est de l'ordre de... Alors, j'ai plus les chiffres en tête parce que ça a beaucoup évolué. Ils ont beaucoup travaillé sur les économies d'eau, mais on doit être à 20 mètres cubes seconde aujourd'hui. 20 mètres cubes seconde. Ah, c'est pas mal. Oui, donc il faut tout relativiser. Hein. Pour une ferme qui va produire à peu près 10 000 tonnes de saumon, qui aura un stock instantané de 5 000 tonnes, parce qu'on dit toujours qu'il y aura 10 000 tonnes de poissons dans la ferme. C'est pas vrai. Il y aura une biomasse de 5 000 tonnes qui va être instantanée, mais la production annuelle sera de 10 000 tonnes. Il y aura à peu près 270 mètres cubes heure, c'est rien du tout, si vous voulez, qui vont être prélevés en mer, qui vont être restitués dans la rade de Boulogne. Alors tout le monde dit oui, mais ça fait des kilos d'azote, ça fait des kilos de phosphore. Ben non, ça fait pas beaucoup. Si vous prenez la station d'épuration qui est sur la Liane, là, je crois qu'il s'appelle Céliane, vous êtes à des taux qui sont 50 000 fois supérieurs à ce qu'une ferme comme Local Océan va rejeter. Donc il faut tout relativiser, si vous voulez. Tout ce qui arrive de la Liane, tout ce qui vient des élevages, de l'agriculture, arrive dans la rade. Quels sont les rejets, justement Principalement, une ferme comme celle-là, qu'est-ce qu'elle va rejeter? On ne va pas rentrer dans des détails de chimie. Azote, phosphore. Phosphore, ça vient d'où, le phosphore? Ça vient des excréments des poissons, tout à fait. D'accord. Donc, et azote, pourquoi de l'azote? Pareil, c'est tout ce qui est nitrite, nitrate, ammoniac, etc. Donc les poissons, comme tous les animaux, hein, ils ont des excréments, il y a de l'urine, il y a des fesses. Ça va arriver dans la rade à des taux qui sont, à mon avis, pas importants au regard de ce que je connais. Et de ce qui se passe dans l'environnement, parce que, comme je vous disais, tout ce qui arrive de la Liane, c'est bien supérieur à tout ce que cette ferme pourra apporter dans la rade. Il ne faut pas oublier une chose qui est très importante, c'est que le milieu récepteur, donc il y a des animaux qui vivent en mer. Ces animaux se nourrissent de l'azote et du phosphore. Donc il y a une forme d'auto-épuration qui est faite par les animaux qui vont être là. On peut d'ailleurs même se poser la question de se dire, mais pourquoi? Parce que oui, on va développer, ça va créer des algues comme en Bretagne. Pourquoi, justement, on n'élèverait pas des algues derrière tout ça? Des bonnes algues qu'on pourrait consommer. Et n'oublions pas le facteur le plus important, c'est qu'ici, on est sur une zone où il y a des marées, et des marées très fortes, et des volumes d'eau colossaux qui vont rentrer dans la rade et qui vont avoir ce qu'on appelle un effet de chasse d'eau. Donc, il faut qu'on arrête de dire des bêtises. Ce projet n'est pas du tout un projet qui va polluer la rade. Alors, juste une question de Béotien, mais pourquoi pas avoir rejeté les eaux en mer plutôt que le mettre dans la rade? Quel était l'intérêt de le mettre dans la rade? Parce qu'en fait, si vous voulez, on pompe en mer, on ne va pas rejeter au même endroit que là où on pompe. Oui, ce qui paraît logique. Vous pouvez rejeter plus loin, Mais on pourrait très bien imaginer de le faire en mer, hein, c'est pas gênant. Alors, peut-être que du coup, ils ont pensé à ça. Alors, je ne connais pas le projet à fond, si vous voulez. Moi, je ne suis pas rentré là-dedans. Je sais qu'ils pompent en mer et qu'ils vont rejeter dans la rade. Mais effectivement, ils pourraient très bien pomper à un endroit
Et après, c'est l'étude de site qui va le dire. On peut très bien pomper en mer et rejeter en mer. Ouais, parce que Après, là, tout dépend des courants. force de courant, C'est il y a l'étude des du site marais, qui va. c'est tout à fait, ouais. Et je pense que s'ils rejettent dans la rade, c'est plus par rapport au courant pour pas que ça revienne. Parce que les courants, vous savez qu'ils vont à un moment, ils longent la côte, mais ils reviennent dans l'autre sens après. Donc, ils pourraient revenir au niveau de la station de Sur pompage. 270 mètres cubes heure rejetés, quelle est la part de phosphate et d'azote, grosso modo? Ça, je peux pas vous le dire. Ouais, Ça, là, on parle en kilos ou voire en tonnes d'azote, puisque j'ai lu dans un tract que c'était plusieurs 38 tonnes d'azote et de phosphore qui sont rejetés. Là, on va rentrer dans des bagarres d'experts, si vous voulez. D'accord, ouais. Mais j'imagine qu'ils ont fait les calculs quand même. bien sûr. Il y a des expériences ailleurs. Et n'oublions pas que aujourd'hui, il va y avoir ce qu'on appelle l'étude d'impact. Donc, une étude d'impact pour un projet comme le projet local Océan, ça va prendre à peu près une année. Donc, on n'est pas... ce ne sont pas des plaisantins qui vont dire on va faire quelques analyses chimiques et puis c'est bon, on peut y aller. Non, ça va durer un an. Un élevage porcin, pour comparer, pareil. Ça produit combien de... Vous savez, on peut comparer les choses? Alors, j'ai pas le détail, mais tous les élevages terrestres vont produire de l'azote et du phosphore. Encore une fois, malheureusement, c'est le bovin qui en produit le plus. Alors, les bovins produisent aussi des méthanes, puisque c'est le plus gros producteur de méthane terrestre. Mais tous les animaux terrestres produisent beaucoup plus d'azote et de phosphore que les poissons. C'est un bilan qui est... Alors, gros avantage aussi sur lequel je voulais intervenir, la France est quand même le deuxième importateur de saumon dans le monde, après le Japon. Je crois que les États-Unis arrivent en troisième. Donc, on importe 200 000 tonnes de saumon. C'est énorme. En matière de souveraineté alimentaire, je peux vous dire qu'on n'est pas très bon au niveau du bilan. Donc, c'est aussi important de se dire, puisque le saumon ne va plus être produit en Norvège, maintenant, on limite la production en Norvège. Il y en aura qui viendra du Chili ou peut-être d'Écosse, etc. Mais il n'y aura pas assez de saumon produit en Norvège, si ce n'est sur des fermes à terre. Pourquoi ne pas effectivement le produire chez nous, à côté des sites où on le transforme? Capécure, c'est quand même 300 000 tonnes de poissons transformés par an. C'est énorme, c'est énorme. Il y a à peu près 30 000 tonnes de pêche, si je ne me trompe pas. 200 000 d'importation et 300 000 travaillés. Alors 200 000 tonnes de saumon. Quand je dis 300 000 tout confondu. Quand je dis 300 000 tonnes qui sont transformées à Boulogne, c'est tout confondu, bien sûr. Mais c'est un site énorme. Donc, quand vous vous dites, on va apporter 10 000 tonnes de plus aux usines qui fonctionnent à Capécure pour transformer du saumon, en gros, si j'ai bien compris, une ferme comme celle-là, c'est à peu près 150 emplois qui sont créés. C'est pas rien dans la région de Boulogne, c'est important. Donc, moi, je pense qu'il faut faire très attention avant d'annoncer des chiffres. Et je trouve ça dommage qu'on essaye de détruire un projet alors qu'on ne laisse même pas la parole aux experts. Si je dis, il faut constater que cette réticence existe, donc mais c'est normal qu'elle existe. Autant la regarder, de l'analyser et de voir quelle est la focale de ce genre. Pourquoi il y a une réticence, une hésitation ou un rejet? Comment vous... moi, j'appelle ça le paradoxe français, si vous voulez. C'est-à-dire que le Français, il veut consommer du poisson, mais il ne veut pas qu'on l'élève chez lui. Il ne faut pas que ça le gêne, il ne faut pas que ça le dérange. C'est pareil, la ferme de 1000 vaches, ça a dérangé le Français. C'est paradoxal. J'ai eu l'occasion de voir des fermes de 40 000 vaches, dans les pays arabes notamment. Si les fermes sont bien faites et bien structurées, si tout est prévu, il n'y a pas de raison. 1000 vaches, c'est rien du tout. C'est comme le nucléaire et l'éolien, si vous voulez. On ne veut pas avoir d'éoliennes face à sa maison, mais on ne veut plus de nucléaire. Alors, comment on va se chauffer? Comment on va produire l'électricité? Donc, c'est ça que je ne comprends pas aujourd'hui. C'est qu'il faut faire confiance aux gens qui veulent développer des produits comme ça, parce qu'ils ne font pas n'importe quoi. Alors après, effectivement, peut-être qu'ils devraient communiquer un peu plus. Moi, j'ai toujours dit, essayez de faire peut-être une phase pilote avant de faire une phase industrielle. Bon, ça coûte cher parce que il faut développer une ferme pilote. Une ferme comme Aquanor, elle s'est développée tout doucement, c'est-à-dire qu'il y a d'abord eu un pilote de 60 tonnes dans les années 82. Aujourd'hui, elle produit 2000 tonnes. Vous voyez? Donc, faut peut-être commencer doucement. En tout cas, il faut rassurer le public parce que l'acceptabilité du public, c'est important. Et en France, c'est compliqué. On a du mal avec ces gros projets-là.
Bah, la première façon de rassurer, c'est peut-être de regarder les réponses qui ont été apportées à cette réunion qui a eu lieu effectivement au Portel Mhm. il y a presque un an maintenant. Oui. Et moi, j'y étais. Enfin, Donc, il y en a une récente, là, ouais, mais j'étais celle qui le était 14 mars. il y a un an. Oui, Et j'ai trouvé que les débats étaient très intéressants, oui. très calmes, très posés. Les questions étaient bien formulées. Les réponses, d'ailleurs, étaient très bonnes aussi. Maintenant, quand on n'est pas expert, ce que je suis, on a du mal à faire la part des choses. Donc, c'est peut-être votre expertise qui est intéressante, de regarder quelles étaient les craintes des gens qui se présentaient Oui, je suis d'accord avec ce que vous dites. comme inquiets. Quoi. Les craintes, c'est surtout le fait de dire, ben voilà, on va polluer. On va polluer, on va faire du poisson qui n'est pas de bonne qualité parce qu'il est trop concentré, etc. Et le poisson va être malade. Non. L'éleveur n'a jamais intérêt à ce que son poisson soit malade. Je le dis et j'insiste là-dessus, c'est très important. Et la pollution, elle est calculée. N'oublions pas qu'on ne ferait pas une ferme comme ça en Méditerranée, parce qu'il n'y a pas de marée. Ici, vous avez cet effet chasse d'eau qui est phénoménal. C'est des mètres cubes énormes qui rentrent dans la rade. Je crois qu'on parle de 450 000 mètres cubes qui viennent avec une marée, si vous voulez. C'est énorme. Il y a 370 hectares. Donc, oui, c'est colossal, avec une profondeur de, à mon avis, plus de 2 mètres. Ouais, donc ça fait des volumes d'eau. Mm. Donc c'est ça qu'il faut regarder et c'est ça qu'il faut expliquer parce que je comprends que ça fasse peur. Mais il faut comprendre que quand on parle d'azote, de phosphore, etc., ce sont aussi les mots qui font peur. C'est de la chimie. Il faut rassurer, mais il faut expliquer. Il faut expliquer. Ouais, Donc, je pense qu'il faut aujourd'hui reprendre ça de façon plus sereine et se dire que forcément, un projet comme ça, c'est beaucoup de poissons sur un seul site. Mais il n'y a pas de raison que ça ne fasse pas. Aujourd'hui, il y a dans le monde 256 projets de fermes de plus de 10 000 tonnes de poissons. Les champions, c'est les États-Unis, c'est la Chine, c'est la Norvège. On va produire toutes sortes de poissons en circuit fermé parce que de toute façon, dans le monde entier, il n'y a pas assez de places au niveau du littoral, de concessions qui vont être délivrées ou de sites qui sont favorables. Donc, on va faire de l'aquaculture à terre. Mais on ne va pas faire que ça, si vous voulez. Ça, c'est ce qu'on appelle le circuit fermé à terre. Maintenant, se développe de plus en plus l'aquaculture offshore. Et là, on est sur des techniques qui sont les techniques de l'industrie pétrolière. C'est-à-dire, on va faire des plateformes qui seront au large. Et là, on a des volumes d'eau considérables. On choisit bien son site, il n'y a aucun problème. Et là, on peut faire des fermes flottantes. Moi, j'ai vu plusieurs... alors, ce sont les Norvégiens qui ont gagné pas mal d'argent avec le saumon qui développent ça aujourd'hui. Ce sont carrément des bateaux complets qui ont des cages à l'intérieur. Ce sont des bateaux manœuvrants qui peuvent aller où ils veulent. Vous avez des systèmes de cages immenses dans lesquels on peut trouver 30 000 tonnes de saumon, vous voyez, sur une seule cage, mais qui sont... alors, c'est des investissements très lourds, hein, mais qui sont au large. Et alors là, il faut ramener le poisson. Il y a même des usines qui vont être sur ces structures-là, et le poisson arrivera par bateau pour être consommé. Donc, l'aquaculture, elle évolue. N'oublions pas que on a quand même 71% de mer sur notre planète, qu'on exploite très peu au final. Hein. Aujourd'hui, on doit élever à peu près 450 espèces marines ou eau douce, donc poissons, crustacés, mollusques, etc. Dans le monde. Les espèces, elles sont multiples. On peut en élever beaucoup plus. On a énormément de place et énormément de possibilités. Encore une fois, n'oublions pas qu'on a le volume d'eau. On n'est pas sur une surface plane. Donc, la possibilité de profiter d'un volume énorme pour mettre des poissons, c'est fantastique. Et pour moi, je ne vois pas comment on pourra aujourd'hui nourrir une population qui s'accroît de façon exponentielle si on ne va pas en mer. Sans compter que, vous disiez tout à l'heure, le rapport entrant-sortant est meilleur que les animaux terrestres, en tout cas. Ben oui, complètement. Le poisson, c'est... alors, le coquillage, c'est le rêve, parce que là, on est sur des niveaux... le coquillage, vous n'allez pas nourrir au monde avec le coquillage. Mais le coquillage, c'est vraiment extraordinaire, parce que là, il n'y a même pas de consommation d'aliments, puisque le coquillage se nourrit carrément avec ce qu'il va trouver en mer. Les poissons...
comme on l'a dit tout à l'heure, consomment peu d'aliments pour faire de la chair. Aujourd'hui, on a énormément évolué sur les techniques d'aliments parce qu'on dit toujours oui, mais vous allez prélever des poissons dans le milieu sauvage pour élever des poissons d'élevage. Ça a été le cas il y a très longtemps. Aujourd'hui, c'est plus du tout le cas. Les formulations d'aliments aquacoles, aujourd'hui, elles contiennent 10 à 15% de farine et d'huile de poisson. Le reste, c'est des végétaux. Souvent des végétaux très intéressants d'ailleurs pour la protéine, le pois, la févrole. On a des huiles qui sont aussi très intéressantes, l'huile de lin qui est très riche en oméga 3, des huiles de tournesol, des huiles de colza. Et on apporte aujourd'hui des nouveaux ingrédients. Donc on a parlé d'algues, la microalgue, qui est un ingrédient qui est de plus en plus intéressant, qui se fait de plus en plus. Et c'est pas compliqué de faire des microalgues de bonne qualité. Et les insectes. Vous savez que maintenant, on a des sociétés qui se sont installées à Amiens, Insect, Innovafeed, il y en a une autre, Agronutrice dans les Ardennes, qui maintenant sont passées à l'échelle industrielle. Alors, c'est encore un peu cher pour les fabricants d'aliments parce que c'est le début, ils ne produisent pas assez pour que... Et puis, leurs techniques ne sont pas complètement affinées, mais c'est l'avenir des matières premières pour nourrir les poissons. Et pas que d'ailleurs, parce que les insectes, ça va dans les pet food, ça va dans plein de... Il y a quand même sur Terre à peu près 2 milliards de personnes qui consomment de l'insecte aujourd'hui. En Asie, c'est très très courant de consommer des insectes, et puis de les consommer comme ça, si vous voulez. Donc ça aussi, c'est une barrière qu'il faut passer. Mais c'est quelque chose qui va énormément se développer, parce qu'il y a une réalité... C'est curieux d'ailleurs, quand vous dites tout ça... de voir il y a énormément de réticences, quoi. Donc, oui, parce qu'on n'est pas habitué. Et des fois, on se demande d'où vient cette résistance. Alors, il y a des résistances objectives, si ça amène plus de désagréments ou des maladies ou je ne sais. Mais manger du poisson, c'est plutôt sain. Ah, c'est plutôt très sain. Si c'est plutôt plus cohérent que de manger de la viande, quelque part, on va essayer de... Après, il ne faut pas dire on ne va plus manger de viande. Moi, mais c'est beaucoup plus sain de manger du poisson, effectivement, que de la viande. Et c'est beaucoup plus sain de manger de la viande blanche que de la viande rouge. Ça, c'est indéniable. Et c'est bien meilleur pour la planète. Parce que le poulet, c'est aussi le bon élève des animaux d'élevage. Oublions pas, pour revenir sur l'enjeu du débat, c'est comment on va nourrir la planète dans le futur. Je me suis amusé à regarder des chiffres, moi j'étais un peu effaré. En 1900, il y avait 1,5 milliard d'habitants. En l'an 2000, il y avait 6 milliards d'habitants. En 2022, on a passé le cap des 8 milliards. Et on dit en 2030, on sera 9 milliards et demi peut-être. Les chiffres varient, parce que la tendance est plutôt dans l'autre sens. Mais on sera au moins 9 milliards. Ça, les chiffres sont clairs. Aujourd'hui, 9 milliards d'habitants sur Terre, ça va être compliqué de les nourrir. Alors, et en ça, c'est bien parce que c'est une question qui vient d'arriver tout à l'heure. Combien faut-il d'années, de votre point de vue, pour changer une politique de production? Et qui peut la décider? Ce sont les gouvernements qui peuvent décider ça au niveau des pays, si vous voulez. Aujourd'hui, on parle énormément de souveraineté alimentaire dans énormément de pays, c'est-à-dire l'indépendance alimentaire. Aujourd'hui, pour donner quelques chiffres, l'Europe, c'est au niveau de la production mondiale, on est à 1,5% de la production aquacole mondiale. La France, c'est 0,2% de la production aquacole mondiale. Vous voyez ? Vous prenez la Chine, c'est 60% de la production aquacole mondiale. Donc on est à des niveaux qui n'ont rien à voir. Alors vous avez, j'imagine que vous voyagez, vous entendez beaucoup de propos. Est-ce que ailleurs il y a la même réticence sur ce genre de... Non, la réticence que je vois, moi, c'est surtout les pays latins. C'est curieux, c'est l'Espagne, c'est la France, c'est l'Italie. Quand vous êtes dans les pays nordiques que je connais bien, notamment la Norvège, on ne distingue pas le poisson d'élevage du poisson sauvage. En France, quand vous regardez l'étal d'une poissonnerie, vous avez poisson sauvage, poisson d'élevage. Pourquoi on dit ça? On dit bœuf d'élevage ou porc d'élevage, non? Pourquoi on fait cette distinction qui, à mon avis, n'a pas de sens? Les gens du Nord, les Asiatiques, même les Américains, sont habitués à consommer du poisson sans que ça pose aucun problème. Donc c'est vrai qu'on a ce problème à résoudre chez nous, qui est toujours un gros problème, qui persiste depuis des années. On fait toujours une distinction, poisson d'élevage, poisson sauvage. Moi, je m'amuse quand je vais au restaurant, on m'apporte un poisson, par exemple un bar. Je dis alors, c'est du poisson sauvage ou c'est du poisson d'élevage? Ah non, c'est du poisson sauvage, monsieur. Nous, on ne fait pas d'élevage. Ah bon, et pourquoi vous n'en faites pas?
Oui, il y a cette connotation, on ne veut pas dire que c'est du poisson d'élevage. Alors qu'en réalité, le poisson qui m'est proposé, c'est du poisson d'élevage. Le restaurateur ne veut pas le dire, mais c'est très pratique le poisson d'élevage, parce qu'on le commande et on le reçoit une fois qu'on l'a commandé. La pêche, c'est bien, mais c'est parfois aléatoire. On n'est pas sûr d'avoir, s'il y a une tempête, on n'est pas sûr d'avoir le bar, on n'est pas sûr d'avoir... Vous voyez, donc je pense qu'il faut qu'on arrête de faire un distinguo Est-ce que sur entre le ces plan deux. muscle, consistance, densité, est-ce qu'il y a une variation entre Alors un nous, on a fait poisson d'élevage énormément et... d'essais quand j'étais à Aquanor, justement, sur la qualité du muscle, sur la qualité de la chair, sur le développement du poisson. Un poisson, il nage, il faut du courant. Donc, encore une fois, ça va dépendre de l'éleveur. Si vous mettez un poisson qui a besoin de nager dans une eau stagnante, forcément, il va pas être il bien. ne va pas être dans de bonnes conditions. Ouais. Donc l'espèce a besoin, selon les cas, de plus ou moins de courant. Donc, vous voyez, c'est très très important d'avoir les bonnes conditions de courantologie dans les bassins pour qu'ils puissent se développer. C'est vraiment des techniques d'élevage. Non, une question qui nous parvient, mais qui n'est pas... Qui n'est pas lisible. Non, c'est lisible, mais elle n'est pas très claire. Je n'ai pas très bien compris la question de quelqu'un qui voulait savoir pourquoi je ne sais pas si c'est parce que c'est étonné qu'il n'y a pas plus d'investisseurs dans cette... Alors, ou au contraire. Il y a énormément d'investisseurs dans l'aquaculture et l'aquaculture à terre, dont les circuits fermés dont on parlait tout à l'heure, ou ces nouvelles structures offshore. Mais ça ne se fait pas chez nous parce que le public s'oppose. Donc les investisseurs, ils disent moi j'en ai marre, je vais ailleurs. Vous voulez implanter une ferme comme ça aux États-Unis, en Asie, en Norvège, il n'y a aucun problème. Personne ne va se poser de questions, si vous voulez. Donc, c'est souvent le problème, c'est que l'investisseur, quand il voit les réactions des Français ou d'autres pays, si vraiment c'est trop violent, il s'en va. Il y a déjà des projets de fermes à terre, de circuits fermés, qui sont partis ailleurs, parce qu'ils ont compris qu'en France, ça allait être trop compliqué. Comme dans une poissonnerie, dans une grande surface, quand on achète on va reprendre l'exemple du saumon. Quelle est la part de saumon qui est sauvage et la part de saumon qui est dans le cage? Vous avez à peu près 90% de saumon d'élevage. En poissonnerie, c'est marqué, alors là c'est indiqué poisson saumon sauvage d'Alaska. C'est marqué élevé en Norvège, élevé en Écosse. Élevé en mer de l'Atlantique Nord. Mais la majeure partie du saumon consommé dans le monde, c'est de l'élevage. D'accord. Quand on dit poisson pêché dans l'Atlantique Nord, c'est... Ah oui, ça peut être du... Ça peut être dans le cage, non, ou alors il faut que la personne soit malhonnête, mais c'est aussi très contrôlé. N'oublions pas qu'il y a la DGCCRF, donc les fraudes qui interviennent souvent pour faire des contrôles. Non, les pêcheurs, ils indiquent la zone où ils ont pêché, c'est très réglementé. Donc l'élevage, quelque part, a fait ses preuves. C'est incontestable, 90, depuis le temps, les produits qui sont transformés à Boulogne-sur-Mer sont plus des produits d'aquaculture que de pêche. Parce que c'est beaucoup de saumon, c'est certains poissons blancs, mais c'est principalement du poisson d'aquaculture. D'accord. Et surtout du saumon. Donc la question maintenant, c'est de transfert de cage en mer à l'élevage offshore. Oui, quoi. Mais l'élevage en mer va subsister, parce que c'est des techniques qui existent et qui sont, moi j'appelle ça l'élevage traditionnel. Les piscicultures de truites vont certainement subsister parce que ce sont des élevages qui existent, qui font des produits aussi de qualité. Donc on va ajouter à ces formes d'aquaculture existantes des nouvelles formes d'aquaculture parce qu'on ne peut plus continuer à avoir des autorisations pour mettre des cages en mer ou pour faire des piscicultures sur des rivières. Donc il faut bien trouver une solution. Si on veut effectivement nourrir toute cette population, il faut trouver d'autres solutions. Et les solutions, à mon sens, je dis souvent que l'avenir est en mer, mais j'y crois beaucoup, c'est l'aquaculture qu'on va développer en offshore ou c'est l'aquaculture qu'on va développer à terre parce qu'on est près des centres de consommation et des centres de transformation. Alors dites-nous, la nouvelle vague, c'est pour le futur. Donc à quoi on peut s'attendre dans 10 ans, 15 ans, 20 ans? Qu'est-ce qu'on va avoir dans nos assiettes, quoi? Ça, c'est très compliqué. C'est une question qui n'est pas simple. Moi, je pense qu'on va beaucoup se développer sur de nouvelles espèces. Je vous disais tout à l'heure, environ 400 espèces élevées, c'est pas beaucoup au regard de toutes les espèces qu'on a. En fait, chaque espèce est différente. C'est-à-dire que si on veut élever un poisson, une crevette, un mollusque, il faut déjà maîtriser la reproduction.
Donc, comme chaque animal est très différent l'un par rapport à l'autre, forcément, c'est très compliqué. Il faut faire des recherches, et c'est souvent Ifremer ou l'INRA qui font ces recherches fondamentales pour savoir comment ces animaux vont pondre, avec quels paramètres, etc. Par exemple, bon, je reviens souvent à ce poisson-là parce que je le connais bien et parce que j'ai été éleveur de bar et de dorade. On a mis plus de 10 ans à mettre au point l'élevage de ces espèces-là avec Ifremer, parce que c'était des choses qu'on ne connaissait pas. Il fallait mettre au point les températures, il fallait vraiment qu'on connaisse les paramètres qui permettent à ces animaux de se reproduire. Donc souvent, on observe ce qui se passe dans la nature et après, on reproduit en captivité pour voir si ça marche. Mais c'est compliqué. Une nouvelle espèce, c'est pas simple, hein. Et puis, vous avez, au niveau génétique, quelques complexités parfois. Par exemple, la dorade royale, on dit qu'elle est hermaphrodite protandre. Donc, en fait, elle est d'abord mâle et au bout de quelques années, elle se transforme en femelle. Le mérou, c'est un poisson aussi qui est assez compliqué, si vous voulez. On s'est amusé à faire des essais sur l'élevage du mérou. Lui, il change de sexe tout le temps. Donc, c'est pas simple. Quand vous voulez avoir des géniteurs, c'est plus simple d'avoir mâle et femelle. Mais il y a des espèces comme ça qui sont très particulières. Et c'est pour ça aussi que on n'a pas plus d'espèces aquacoles dans le monde. Donc, il y a plein de particularités qui font que il y a des recherches à faire avant de pouvoir les élever. Celles qui vont, à votre avis, intuitivement, celles qui vont arriver, c'est quoi? Les espèces qui vont arriver? Alors, il y a plusieurs espèces qui vont arriver. Alors, je prenais l'exemple du lycée de Cologne tout à l'heure. Il travaille beaucoup sur le silure. Le silure, c'est un poisson... mangeable, ça. Ah, justement, voilà, c'est très mangeable. C'est un poisson, si vous voulez, qu'on n'aime pas parce qu'il se développe dans les rivières. On dit qu'il a un goût de vase, on dit qu'il mange les oiseaux. J'ai même entendu qu'il mangeait les hommes. Enfin, bon, ça aussi, c'est pas vrai. Hein. Les légendes urbaines. Mais voilà, les légendes urbaines. Mais le silure, quand il est élevé dans des bassins, il n'a pas cette bactérie, justement, qui lui donne ce goût de vase. On produit une chair blanche qui n'est pas chère. Qui fait un poisson, à mon sens, qui est très bon, parce que nous, on a eu l'occasion de faire des tests organoleptiques à Nouvelle Vague, justement, et qui étaient vraiment excellents. Je pense que c'est des poissons comme ça qui vont se développer, parce que c'est des poissons qui poussent très vite, qui ont un indice de conversion très bas, qu'on transforme très facilement, pas d'arête, etc. Et là, les tests qui ont lieu au lycée de Cologne sont en cours pour voir si on peut valider le silure, mais ça fait un petit moment qu'on est persuadé que c'est une bonne espèce. En Afrique, vous avez plein de poissons comme les poissons-chats, les tilapias qui se développent parce que ce sont des poissons qui acceptent des conditions d'élevage extrêmes, c'est-à-dire qu'une température d'eau élevée, très peu d'oxygène, vous voyez l'élevage du poisson-chat en Afrique, dans certains endroits, vous voyez plus de poissons que d'eau. Hein. C'est impressionnant, je vous garantis. Et en fait, ces poissons se développent très bien et font de la protéine. Parce que qu'est-ce qu'on veut aujourd'hui? C'est faire de la protéine. Il faut nourrir les gens. Donc, en Afrique, il y a énormément de projets aquacoles. L'Afrique est un des pays qui va se développer le plus en matière de population, et donc il faut trouver des solutions. On sait très bien que l'agriculture et l'élevage en Afrique, c'est compliqué au regard des conditions climatiques. En revanche, il y a pas mal d'endroits où on peut développer des espèces tropicales. Regardez Madagascar, par exemple. Madagascar, c'est un des pays, on connaît Unima qui est installé à Landacre, donc ces fameuses crevettes qui viennent de Madagascar, qui sont excellentes et qui sont élevées dans des étangs, enfin dans des pièces d'eau immenses à Madagascar, avec une très très bonne qualité. Et là, on est dans des températures tropicales. Hein. La crevette, c'est plus 30 et quelques degrés. Donc, il y a des pays qui sont très adaptés à faire des espèces qui vont se développer en eau chaude. Ouais, alors nous, on disait tout à l'heure, la France a un territoire marin incroyable. Incroyable, qui est probablement le deuxième au monde. Ouais. Qu'est-ce qu'on y fait? On n'y fait pas grand-chose, malheureusement. C'est triste à dire. On y fait des mollusques, mais on y fait des poissons, bien sûr, hein, mais pas assez au regard des surfaces qu'on a. On a des choses qui se développent. Hein. On discutait tout à l'heure de la Martinique. Il y a un centre technique aquacole qui va se monter suite à un travail qui a été fait par Alvi, donc une société boulonnaise, bureau d'études, pour voir quelles seraient les espèces qui pourraient être développées dans ces contrées, sachant qu'on est sur des eaux tropicales.
Il y a déjà eu des essais, hein, il y a des cages d'ailleurs qui existent déjà en Guadeloupe, en Martinique, mais à mon sens, c'est pas assez développé. Il y a eu des essais à La Réunion. En Alors, Guyane, par exemple, il y a, parce que là, c'est en tropical Guyane, aussi. en Guyane, il y a eu des- des essais de crevettes, même de chevrettes, de crevettes d'eau douce. Mais à mon sens, c'est pas assez développé, encore une fois, parce que c'est très compliqué sur le plan de l'administration pour se développer et pour obtenir des concessions. Donc c'est en passe d'amélioration. Je pense que l'État français a pris conscience qu'il fallait à tout prix développer l'aquaculture en France. Mm. Et alors, je ne dis pas qu'on va faire n'importe quoi, il y aura toujours des études d'impact, mais on va définir des zones où on va pouvoir implanter des sites aquacoles. Mm. Il y a plein de sites en France aujourd'hui où on pourrait s'implanter, mais on n'est pas autorisé à le faire. Donc, Bon, ça tombe très bien parce qu'on a là des jeunes qui nous regardent. oui, Il y a des profs, il y a des parents, il y a des influenceurs qui. oui, tout à fait. Bon, c'est probablement, enfin, vous allez nous le dire, mais enfin, on l'entend déjà, mais c'est un des métiers d'avenir, quoi. Oui. Comment inciter la jeunesse, surtout devant un peu des réflexions plutôt négatives qu'on a sur le cas de l'océan, comment transformer l'essai et arriver à démontrer qu'il y a quelque chose à faire et puis Bah, d'inciter ces jeunes à s'y intéresser, quoi. Ah oui, bah, il y a déjà beaucoup de jeunes qui s'intéressent, hein. Tous les ans, vous avez des promotions, notamment dans tous les lycées aquacoles de France que je connais. Je connais bien mieux celui de Coulogne, bien sûr. Où Ils sont combien tous les d'étudiants à élèves. Cologne, par exemple Ça, je peux pas vous dire le nombre Voilà, d'élèves, à peu près, mais chaque année, il y a une promotion de BTS qui doit sortir, une trentaine d'élèves. Alors, peut-être que Geoffroy Vincent va pas être content parce que je dis n'importe quoi, mais je pense qu'on est dans ces chiffres-là, de bac pro, et qui trouvent du travail. Il n'y a pas de problème pour qu'ils en trouvent. On va manquer de jeunes de compétences. Ouais. et de compétences. Alors, le lycée de Cologne, lui, il a développé, il a anticipé le circuit fermé parce qu'il a justement créé un circuit fermé sur son site de Cologne. Les élèves travaillent déjà sur le circuit fermé parce qu'en fait, le circuit fermé, on est sur un pilotage qui est un peu compliqué. C'est-à-dire qu'on rentre de l'eau, on la filtre, et on a après toutes sortes de filtrations biologiques pour justement que toutes les nitrates et les nitrites produits par les poissons soient transformés. Donc il y a des filtrations, il y a des filtres pour récupérer toutes les matières, parce qu'on ne va pas rejeter tous les fesses, parce que ça aussi c'est une idée fausse. On garde les fesses des poissons, on en fait des petites briquettes et on va les mettre sur les champs pour fertiliser les champs. Donc vous voyez, il y a un besoin en formation. On a eu l'occasion de faire aussi un diagnostic qu'on a appelé FIPAD, d'ailleurs filière des produits aquatiques de demain, à l'initiative du campus des métiers de Boulogne, dont j'ai oublié le nom, mais sur la valorisation, la production, la commercialisation des produits de la mer, campus spécifique, avec la CCI, avec le pôle de compétitivité Aquimer, avec Nouvelle Vague, vous voyez, avec le lycée de Coulogne, on a fait un diagnostic qui montre qu'effectivement, dans quelques années, il y aura une carence dans ce métier de l'aquaculture de jeunes et de techniciens. Donc, Alors, quelles sont les qualités pour postuler à déjà, ce genre de... ce sont des métiers où il faut aimer, il faut aimer le vivant. Parce que là, on va être confronté à un suivi et un développement de toute la chaîne de l'animal, d'une chaîne alimentaire aussi. Hein. C'est un des métiers scientifiques, vous direz Alors, c'est scientifique et c'est aussi, oui, c'est beaucoup de rigueur, c'est beaucoup de techniques d'élevage, donc de paramètres qui sont importants à prendre en compte. C'est beaucoup, comment dire, de techniques de commercialisation aussi, parce que ça peut être de la commercialisation qui va derrière, ça peut être de la comptabilité, parce que quand on est pisciculteur, il faut s'occuper souvent. Comme un agriculteur. Moi, je dis souvent qu'un pisciculteur, c'est un agriculteur du milieu aquatique, hein, c'est clair. Et donc, les élèves doivent être... avant tout, moi, je me rends compte que ce sont souvent des passionnés. Hein. C'est des gens qui ont envie de travailler pour les piscicultures de truites ou pour les cages en mer, qui ont envie de travailler dehors, bien souvent, et qui ont envie de produire du poisson ou des crevettes ou des moules, etc. Ce sont souvent des gens, comme les agriculteurs, qui aiment ce métier. D'accord. Donc il faut des compétences, il y a des formations. Il y a des formations. Est-ce que vous en connaissez ici dans la région, à part celui de Cologne? Non, je connais le lycée de Cologne. Après, bon, bien sûr, je les ai cités tout à l'heure. Hein, c'est l'université Lulco, Littoral Côte d'Opale. Il y a le lycée de la mer.
Il y a l'ISML, donc j'ai oublié le nom, c'est l'Institut. Mais là, j'ai un petit trou. Sur l'Internet, ils vont trouver. Ouais, c'est l'Institut Ouais. des maires, des ingénieurs. Je crois que maintenant, c'est une école d'ingénieurs, maire et littoral. D'accord. Donc, il y a plusieurs formations possibles à tous les niveaux, du bac pro au master aujourd'hui. Hein. D'accord. Et dans différents métiers, que ce soit justement la production, la commercialisation, etc. Alors, il peut y avoir aussi des investisseurs. Alors, a priori, typiquement, un projet comme ça, est-ce que c'est rentable? Est-ce qu'il y a, pour un investisseur lambda qui écoute ici, il y a des rendements qui sont nets dans ce genre d'activité? Entre investir dans un élevage bovin ou dans une piscine d'aquacole, est-ce que vous arrivez à déterminer un peu des retours? Moi, je pense qu'un investisseur, il va investir que si c'est rentable. Hein. Bien sûr, je ne vois pas un investisseur investir dans un projet qui ne va pas l'être déjà. Donc, je pense que beaucoup d'élevages sont aujourd'hui rentables. Ils ne le sont pas quand il arrive des tuiles comme ce qui est arrivé il n'y a pas longtemps. C'est-à-dire qu'un conflit, quand la Russie envahit l'Ukraine, on a des problèmes ça déstabilise complètement le marché des matières premières, notamment le blé. Ça déstabilise le marché de l'énergie. Et donc, forcément, il y a plein d'agriculteurs qui ont des difficultés aujourd'hui parce qu'ils ne s'attendaient pas à ce que l'énergie elle grimpe comme ça ou que les matières premières grimpent comme ça. Mais en général, un projet qui est bien monté, il est rentable. Le projet Local Océan, il est fait pour être rentable. Un projet... Aquanor, est-ce que c'est très rentable ou... Aquanor a connu des difficultés, justement. Aujourd'hui, c'est une ferme très rentable avec des très, très bons résultats, à la fois en qualité et en rentabilité économique. Mais il y a eu des soucis à une époque où, quand on a créé l'Europe, on a permis à pas mal de pays de se développer dans l'élevage aussi du bar et de la dorade, ce qui fait qu'on a donné énormément de subventions européennes à certains pays qui ont surproduit. Mais comme ils ont surproduit, ils ont cassé les prix. Et Aquanor a connu des difficultés parce que la Grèce, qui était montée à des niveaux de production, bar dorade, ou la Turquie, etc., pour vendre leurs produits qu'ils produisaient très bien, mais trop vite, ils sont montés en production trop vite, ils ont déstabilisé le marché. Donc souvent, ce sont des phénomènes extérieurs qui font que le prix va se casser la figure, mais en réalité, aujourd'hui, le marché s'est stabilisé et la situation est redevenue normale. Mais toutes les sociétés, moi j'ai connu énormément de sociétés, qu'elles soient agricoles, aquacoles ou pas d'ailleurs, connaissent plus ou moins des phases de rentabilité qui vont être compliquées selon ce qui se passe à l'extérieur. Si c'est pas Apple. C'est le marché. C'est pas Apple ni Nvidia. Voilà. Bientôt. Bon. Mais vous avez des investisseurs aujourd'hui qui investissent dans l'aquaculture, notamment depuis des gros, Mitsubishi. Vous avez la Veolia qui a investi aussi dans l'aquaculture, qui a monté à une époque un bureau d'études assez connu qui s'appelle Kruger dans l'aquaculture. Vous avez Cargill, donc des groupes qui sont quand même des très gros groupes qui investissent dans l'aquaculture aujourd'hui parce qu'ils anticipent et ils se disent de toute façon quelle production aujourd'hui va permettre de nourrir la planète. C'est ça le problème, c'est qu'est-ce qu'on va pouvoir faire et où on va investir pour qu'on puisse résoudre ce problème. Et c'est vrai que c'est pas sur Terre aujourd'hui qu'on va produire suffisamment pour nourrir la population, parce que qu'est-ce qu'on va faire si on veut nourrir toute la population en restant sur Terre, on va déforester. Donc on va enlever la forêt. On enlève la forêt, qu'est-ce qu'on fait? On déséquilibre le climat. Donc si vous voulez, on peut cultiver encore sur Terre, on peut faire de l'agriculture dans plein d'endroits, mais on déstabilise un écosystème. On peut faire de l'agroforestation, ça c'est clair. Au lieu de mettre des arbres, on peut faire des arbres qui font de la banane, qui font de l'huile de palme, ça se fait beaucoup, mais qui produisent des fruits. Donc ça c'est intéressant parce qu'on continue à faire des forêts, mais c'est des forêts d'arbres qui vont nourrir les gens. Il faut complètement revoir notre façon de produire et de consommer. D'accord. Alors vous parliez tout à l'heure de la troisième contrainte qui était la contrainte administrative. Est-ce que vous avez des lobbies entre producteurs? Est-ce que vous arrivez à remonter au niveau de l'Europe, au niveau de la... Oui. Pour alléger un peu ces contraintes? On a, au niveau de l'aquaculture, on a des interprofessions. Donc on a pour l'aquaculture de poissons le CIPA, qui est le comité interprofessionnel des produits de l'aquaculture, qui est présidé par Michel Berthemier, qui est un éleveur d'esturgeons, donc il fait du caviar. On a tous les syndicats qui se rattachent à cette interprofession.
Pour les huîtres, les mollusques, les moules, on a le Centre national conchilicole, une autre interprofession. Donc tous ces gens-là remontent et ont des antennes au Conseil européen. Ce sont des filières bien organisées, effectivement, hein, comme les filières de la pêche qu'ils sont aussi. Et ça porte ses fruits ou vous trouvez que c'est c'est plus toujours facile maintenant qu'avant Je trouve que c'est plus facile qu'avant, mais c'est toujours des combats qui sont compliqués, qui sont très compliqués. Mais je trouve que ça a évolué dans le bon sens quand même. D'accord. Alors, j'ai une question qui est arrivée là, tout à l'heure concernant le taux de conversion. Oui. Les détracteurs affirment que pour 1 kilo de saumon pêché, donc il faut 4 kilos de poisson pêché. Que leur répondez-vous? Alors, je pense que c'est pour 1 kilo de saumon produit, plutôt pêché, je pense que je lis la question. Non, aujourd'hui, c'est plus ça. Ça a été ça à une époque. C'est-à-dire qu'en fait, on prélève des poissons en mer. On appelle ça la pêche minotaire. C'est-à-dire qu'on pêche des petits poissons. Principalement, il y a le Danemark qui est assez connu pour qu'on puisse prélever des petits poissons. Souvent, c'est des petits anchois ou du caplan, enfin des tout petits poissons qui sont riches en protéines et en huile. Aujourd'hui, c'est plus l'Amérique du Sud, Pérou notamment, où on va faire des grosses pêches minotaires. En gros, la pêche minotaire, pour faire des farines de poisson, c'est 20% de la pêche mondiale. Donc, je disais 100 millions de tonnes, on est à 20 millions de tonnes pour faire de la farine. 20 millions pour produire 130 millions. Donc, on n'est pas du tout dans ces ratios-là. Non, mais aujourd'hui, si vous voulez, moi, je dis que c'était des ratios qu'on a connus à une époque. Aujourd'hui, c'est plus du tout le cas. Et parfois, il faut moins d'1 kilo de poisson pour faire 1 kilo de poisson d'aquaculture, parce qu'en fait, on met d'autres matières premières. Ce n'est plus la farine de poisson et l'huile de poisson qui rentrent principalement dans la composition des aliments aquacoles. Aujourd'hui, on n'est plus sur des végétaux qui sont riches en protéines ou des huiles qui sont riches en oméga 3, voire en oméga 6, mais qui sont intéressantes. Donc, on formule aujourd'hui. Mais il y a un problème qui est aussi un problème qui survient, c'est que il n'y a plus assez de céréales. Il n'y a plus assez de matières premières végétales pour nourrir nos poissons. Donc, on va faire quoi? Il faut effectivement qu'on voit aussi une autre façon. C'est-à-dire les insectes et les microalgues sont une façon intéressante d'apporter des nouvelles matières premières dans l'aliment aquacole. Les coproduits... On ne va pas tomber sur l'histoire de la vache folle quand même. Non, mais attendez, on ne va pas tomber sur l'histoire de la vache folle, justement. Parce qu'on respecte justement des formes... La vache folle, c'était un problème de cuisson qui était malheureusement pas adapté. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'aujourd'hui, tous les poissons qui sont transformés, on a les têtes, on a les viscères, on a les arêtes. Et qu'est-ce qu'on fait de ça? Eh bien, ce qu'on fait, c'est qu'on les broie et on fait ce qu'on appelle des farines de coproduits, qui finalement sont des farines aussi intéressantes et riches en protéines et en huile. Donc, on est dans un cercle vertueux, si vous voulez. Et ça, c'est très important. Ce sont des choses qu'on ne faisait pas il y a quelques années parce qu'on jetait tout ça. Les cannibales, un bar, c'est cannibale, ça peut manger. Alors, je préfère dire carnivore que cannibale, mais ça peut être cannibale. C'est-à-dire que... À manger la tête de son... Ça peut arriver. Ça peut arriver. Certains poissons le sont. Il y a des espèces carnivores. Il y a des espèces qui sont herbivores. La carpe, c'est l'exemple même du poisson herbivore. Le saumon, c'est un poisson carnivore. Vous voyez? Donc, et là... La dorade, c'est carnivore aussi. Oui, ça dépend des espèces. Donc là, pour cette question, vous dites les chiffres de 4 kilos sont plus la réalité. Non, ça a été vrai à une époque, mais c'est plus du tout le cas, de loin. D'accord. Aujourd'hui, on dit que d'ailleurs, en matière de saumon, on est producteur net de protéines. C'est-à-dire que si on donne 1 kilo de poisson à pêcher, donc pêche minotaire, à un saumon, c'est 1 kilo pour 1 kilo. Mais en réalité, c'est même moins aujourd'hui. Ouais. C'est les chiffres que vous donniez au début. Donc, d'accord. Bon, alors, là, ça se termine. On est en fin d'émission. Bon, c'est assez positif pour l'aquaculture. On voit que il existe encore des réticences, ça va pas se leurrer, ça va pas. Oui, mais pas je pense que c'est des histoires de communication. En fait. Voilà, peut-être qu'il faut faire des efforts de travailler un peu sur ces questions-là, de rejet, de bien analyser la quantité de rejet, quel est l'impact que ça peut avoir. C'est l'objet de l'étude d'impact. Des usines pilotes, par exemple, des choses comme ça. Et
Et puis, peut-être pour les jeunes ici qui nous écoutent, de s'y intéresser. Donc, Oui. peut-être avec d'autres qui vont y investir. Et, c'est et vrai je voulais que... rajouter quelque chose. N'oublions pas aussi que dans la région de France, on a des entreprises qui sont très innovantes, des petites startups qui sont en train d'évoluer. J'en connais une là qui s'est installée à Marquise qui s'appelle Bionaméris, qui produit des petits copépodes qui vont alimenter dans les premières phases d'élevage les animaux carnivores, puisque là on parle de zooplancton. Cette société a un contrat d'ailleurs avec Nausicaa pour développer l'élevage de nouvelles espèces, parce que c'est aussi un des problèmes des aquariums, c'est qu'elles doivent produire leurs poissons. Les hippocampes, là, qui viennent justement d'être... La reproduction a été réussie grâce à ce partenariat Bionaméris et Nausicaa. Et ces petits copépodes vont aussi permettre d'être donnés dans des écloseries de poissons marins. Donc il y a des choses qui bougent. Hein. Il y a effectivement l'aquaculture qui peut se développer dans les Hauts-de-France, mais il y a aussi des sociétés qui tournent autour de l'aquaculture qui se développent. Donc c'est important. Bon, bah écoutez, tout ça, c'est de bonnes nouvelles pour notre territoire. Exactement. Et je vous en remercie. La prochaine émission des Tribunes, on va rester dans l'alimentation, mais on va parler de la terre, on va parler de l'agriculture. Je sais qu'ici, on en a beaucoup parlé de l'agriculture, de tous les problèmes concentrés sur le milieu agricole. Donc, on va voir un jeune agriculteur qui va nous expliquer ses perspectives, ses difficultés et son avenir. Oui. Bon, Monsieur Pauline, je vous remercie. C'est moi qui vous remercie. Et à bientôt pour tous les auditeurs. Merci.